Bon, continuez s'il vous plaît. Je disais que... On a oublié d'enregistrer la première partie. On va continuer. D'accord. Je disais que... Allô? Oui, on vous entend. Je disais qu'il y a certains types d'animaux dont lorsque la meute en deçà de son effectif n'arrive pas à vivre, donc vont tendre à disparaître. Lorsqu'ils sont aussi au-delà de leur meute, oui, ils n'arrivent pas aussi à vivre, donc ils vont tendre aussi à disparaître. Donc, il faut regarder la meute, c'est ce que nous s'assoit dans son intervalle. OK. Vous pouvez nous donner des exemples concrets? On parle des herbes, des épines, Bon, je sais que c'est pour ça qu'on ouvre la chasse et puis on ferme la chasse. Mais je n'ai pas un exemple. Vous n'avez pas d'exemple concret. OK. Voilà, mais je sais que pour certains animaux, il y a des périodes où on ouvre la chasse pour diminuer ce qu'on appelle l'effectif. Et lorsque on atteint l'intervalle écologique, on stoppe la chasse, c'est que ne pas aller, ce qu'on appelle à un stade inférieur de C'est compris. OK. Et ici, vous avez quelques exemples, messieurs? Madame, Oui, moi je dirais le réchauffement climatique qui provoque la fonte des glaces au oui. niveau des zones polaires qui impacte comme on appelle, qui provoque la réduction de la population des ours polaires. Oui. À ce niveau, on dirait que ils étaient dans un milieu optimal, dans leur zone optimale, lorsqu'on n'avait pas cette quantité de stock de CO2 dans l'atmosphère. Et lorsque les conditions ont commencé à changer, le réchauffement, les conditions extrêmes, Oui. ils se retrouvent dans la zone minimale. OK. Il y a baisse de température, donc l'espèce commence à se raréfier. Et si ça continue, on risque d'avoir la disparition complète de cette race-là. OK. OK. Je pense que vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Hein? Et donc, en substance, il faudrait faire très attention quand on veut modifier l'environnement. D'accord? Pour les aménagistes que vous êtes, il faudrait faire très, très attention pour ne pas modifier négativement l'environnement. OK? OK. Donc, nous allons maintenant aborder. Est-ce que ça c'est figé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème technique? OK, c'est bon, ça marche. Donc, on va continuer toujours dans grand 2, influence des facteurs écologiques sur les êtres vivants. Nous allons maintenant voir cette influence au niveau des individus, au niveau de la communauté, et puis après, voir les interactions intraspécifiques et interspécifiques. Donc, concernant cette influence des facteurs écologiques sur les êtres vivants, quand on prend l'être vivant à l'échelle d'un individu, quel est l'impact de ces facteurs écologiques sur ces êtres vivants? Donnez-moi quelques exemples. Ici, on dit que à l'échelle de l'individu, l'environnement peut diminuer ou augmenter la survie, la croissance, la fécondité et la dispersion de ces individus-là. Les facteurs écologiques peuvent également modifier le comportement de dispersion ou le comportement ou les comportements sociaux des individus. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets dans ce cas de figure? Madame, je dirais au niveau des... Bon, je vais évoquer une notion, la niche écologique. Oui. Lorsqu'on on a un peuplement, bon, je suis eaux et forêt, il a parlé des peuplements forestiers. OK, il n'y a pas de problème. Vous allez nous enseigner, on vous écoute, avec beaucoup d'attention. Lorsqu'on a des peuplements mélangés, oui, on va se rendre compte que si ces espèces-là ont
ont les mêmes niches écologiques, c'est-à-dire qui partagent les mêmes ressources dans le sol, il y Oui. aura une compétition. OK. Et chez ces espèces, il y aura génétiquement un développement, c'est-à-dire au niveau des racines. Normalement, si l'espèce naturellement ne prolonge pas ses racines dans le sol, Oui. la condition de compétition va faire que l'espèce en question va commencer à puiser les ressources dans le sol. Il va commencer à développer une certaine, je dirais quoi? Il va commencer à développer une certaine, pas résistance, mais un mot pour pouvoir survivre, quoi. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris cette partie. OK. Si on peut parler de la loi qu'il faut OK. Expliquez votre idée. dans la forêt, exemple, par exemple, Vous prenez quel exemple? Parce qu'on a dit qu'à l'échelle de l'individu, l'environnement peut diminuer ou augmenter la survie. D'accord? La croissance, la fécondité ou la dispersion. La dispersion. Donc, on vous écoute. dans la jungle, parfois les animaux, les carnivores, empêchent les herbivores de se trouver en harmonie dans la zone. Donc, ils sont toujours derrière l'est. Donc, ça peut entraîner que ça va les gêner, puis vont aller de l'autre côté. Non, ce n'est pas cet aspect. Heureusement que je vous ai demandé de donner quelques exemples. Nous sommes à l'échelle d'un individu. Là, on n'a pas encore abordé les relations entre les êtres vivants. Nous sommes au niveau des relations entre l'individu et son environnement. Vous comprenez? L'individu et son environnement. On dit son environnement peut avoir un impact sur sa croissance, sur sa survie, sur son abondance, sa densité et tout le reste. Donc ici, oui. Donc, Madame, je veux répondre. ça va maintenant? Le séisme, Oui, le le séisme. volcan, ça peut avoir un impact sur Oui, disparition des espèces, par exemple. Hein? OK, on vous écoute. Oui, les tsunamis et autres, ça peut diminuer comme augmenter. OK? Tout à l'heure, on a parlé de l'environnement. Au début, les moustiques n'existaient pas parce que l'eau ruisselait à grande vitesse, donc les œufs étaient drainés. Et quand on crée le barrage, l'eau stagne. Quand il va stagner, qu'est-ce qui va se passer? Les moustiques vont pondre dans l'eau et ces œufs ne seront plus drainés. Ils vont se développer normalement puisque toutes les autres conditions sont réunies. Je parle des cas des zones tropicales ou subtropicales. Les conditions étant réunies, il y aura pullulation des moustiques. Donc là, c'est dans le cadre d'une augmentation des effectifs. Cet exemple-là, c'est dans le cadre d'une augmentation des effectifs impactés par l'environnement. Vous comprenez? Un environnement qui a été modifié par l'homme. Sinon, de façon naturelle, il y a des milieux aussi, soit quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qu'on peut avoir? Quand il pleut beaucoup, on peut avoir également une augmentation de la population de ces moustiques qui sont des exemples que nous maîtrisons tous. Sinon, pendant la saison sèche, quand il n'y a pas de flaques d'eau un peu partout, il n'y a pas de pullulation de moustiques. Vous comprenez? Ok, donc voici, je prends pour ma part un exemple d'impact de l'environnement sur l'augmentation, pas la suivi, sur l'augmentation de l'effectif ou la densité de la population. On va maintenant aborder cette influence-là au niveau de l'échelle de la population. D'accord? À l'échelle d'une population, l'effet de l'environnement peut être comment? Peut entraîner la croissance ou la décroissance de la population. OK? Et puis, peut créer quoi encore? L'extinction d'une population ou encore déterminer les limites spatiales de la population. Ce sont ces limites spatiales-là qu'on a essayé d'étudier
la dernière fois. Parce que les organismes ne se trouvent pas n'importe où. Ils se trouvent dans les milieux où ils se sentent à l'aise, où ils pensent qu'ils peuvent avoir de quoi manger, de quoi vivre aisément. Quand c'est difficile, ils préfèrent faire quoi? Migrer ou s'accommoder ou s'adapter. Donc, à défaut de se déplacer, on va créer des substances ou bien des organes pour pouvoir vivre aisément. OK? Si vous avez des structures avant, quand le milieu se modifie, ils vont développer d'autres structures pour pouvoir survivre dans le milieu qui a été modifié, à défaut de se déplacer. Sinon, ils se déplacent, et à défaut, ils restent et ils développent des structures d'adaptation. Ça, c'est clairement dit dans le cours. Ici, c'est juste une synthèse, comme l'intitulé l'indique. Synthèse de la leçon 2, synthèse de la leçon 3, ainsi de suite. Donc, c'est juste une synthèse. OK? Donc, après je pense que c'est les derniers éléments de l'influence des facteurs écologiques sur les êtres vivants. Nous allons maintenant voir les relations, ça c'est ce qu'elle définissait tout à l'heure, les relations entre les êtres vivants. On a dit qu'on distinguait deux cas, deux familles de relations, les relations intraspécifiques et les relations interspécifiques. Les intraspécifiques, c'est entre les espèces entre les individus d'une même espèce. Donc, vous pouvez maintenant donner votre exemple. Miss Lydie. Mademoiselle, ou bien c'est Madame Kofi Lydie? Non, moi-même, c'est mademoiselle. C'est mademoiselle ou mademoiselle? C'est lieutenant Kofi des eaux et forêts. OK, donc on fait avec. Donc, dites-nous, l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, je pense que c'est à ce niveau qu'on doit l'expliquer. Les interactions intraspécifiques. Donc, on dit que les principales interactions intraspécifiques, c'est-à-dire les relations entre les individus d'une même espèce, il y a ce type de relation. Dans quel cas? C'est pour lutter contre les ressources ou bien pour un territoire, pour une position hiérarchique, pour un partenaire sexuel, et je pense qu'il y a d'autres éléments encore, mais c'est principalement les éléments majeurs des interactions intraspécifiques. Est-ce que chacun pourrait me donner, si cela est possible, des exemples dans chaque cas? Ça a été assez bien illustré dans le fascicule du cours. Oui. Au niveau des luttes pour les ressources, Oui. bon, j'en ai déjà parlé, c'est lorsqu'on a une population, un peuplement d'arbres où on a les mêmes espèces bon, on peut dire, comme on appelle l'eucalyptus par exemple, lorsqu'il est planté en densité resserrée, il y a une certaine compétition au niveau des ressources du sol, les sels minéraux et tout. OK. Donc, on aura, pour un arbre qui doit grossir à un certain volume à cause de la population, oui. Il y aura un échange. De la population, la densité de la population d'eucalyptus. Oui. Madame je parle de l'effectif. Vous parlez de compétition. Quand sur un tout petit espace, il y a beaucoup d'individus, à cause de la compétition, ils ne peuvent pas atteindre la hauteur ou la grosseur qu'il faut, n'est-ce pas? Oui, madame. OK. Est-ce que vous voulez nous expliquer? Bon, oui. Donc, on attend terminer votre explication, s'il vous plaît. Donc, il y a une compétition au niveau des ressources. Donc, les arbres ne vont pas se développer. Vous avez déjà tout dit. J'ai tout dit. Madame. Okay. Et concernant la lutte pour un territoire, la question est posée à vous êtes lieutenant des eaux et forêts. On va laisser les autres réagir par rapport aux autres domaines.
Maintenant, si vous pouvez encore nous appuyer, en tout cas, ça nous ferait du bien. Pour la lutte pour le territoire. Ça, moi, je dirais que c'est plus au niveau des espèces animales. Animales, ok. Et donc, on va dire que c'est une question de la loi du plus fort. Ok. Je sais pas. Donc, il y aura certainement un affrontement, une compétition, et c'est le plus fort qui va vivre dans ce territoire, n'est-ce pas? Donc, celui qui aura perdu la bataille va migrer pour aller conquérir d'autres territoires. Et c'est pareil pour la position hiérarchique. Oui, monsieur Kofi Kwasi, nous vous écoutons. Je pourrais aussi parler de la création de la force aussi. Au niveau des grands arbres, là, quand il y a une compétition des arbres, puis il y a d'autres qui grandissent, comme les fromagers. Oui. Du coup, les plantes qui sont en bas n'ont plus la même force pour évoluer comme lorsqu'ils sont dans un environnement où ils ne sont pas couverts. Oui, à cause du couvert végétal. Oui, ils n'ont plus tous les éléments. Oui, à cause du couvert végétal, ils n'ont plus de. Non, mais madame, oui. Oh, il n'a qu'à finir. En fait, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Oui, quand on est en forêt, là, oui. On a des types d'espèces héliophiles, on a des espèces cyaphiles. Oui. Quand ces espèces qui se développent en dessous, là, c'est parce qu'ils sont plus des espèces d'ombre. Oui. Donc, les espèces que tu vas retrouver en savane ou en tuque qui sont beaucoup lumière, qui se développent plus, qui ferment la canopée, ils favorisent le développement des espèces cyaphiles qui sont des espèces d'ombre. Donc, ce n'est pas parce que ils sont en train de les empêcher de grandir, mais quelque part, c'est parce que le simple fait d'avoir fermé la lumière du soleil, ça leur permet de se développer. Très souvent, on parle de strates, les différents strates Oui. On va. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je n'ai pas trop d'accord. Ok, je comprends bien, mais on peut prendre des cas légion. Hein. Je suis d'accord avec vous deux. Tout parce que je suis d'accord avec vous deux, parce que vous, mademoiselle Kofi, vous êtes arrivé à un stade où le fromager s'est déjà développé, n'est-ce pas? Où c'est seulement les espèces d'ombre qui vont se développer sous le fromager. Mais imaginez, avant que le fromager ne soit aussi grand, il y avait cette compétition, n'est-ce pas? Il y avait cette compétition. Pour ma part, hein, il y avait cette compétition. Et c'est quand le fromager qui va dominer, il va grandir peut-être plus vite, quand il va faire de l'ombre, toutes les espèces héliophiles qui se trouveraient sous le fromager vont faire quoi? Puisque ce n'est plus un environnement idéal pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Ce n'est plus leur milieu de développement optimum. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura raréfication suivie de disparition. C'est pourquoi quand vous allez dans les forêts, vous ne voyez que les espèces d'ombre sous les grands arbres. Mais à l'origine, tous grandissaient ensemble. Vous comprenez? Vous êtes maintenant d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Ok. Félicitations à elle pour. Elle maîtrise bien son. Ok. Donc, oui, on passera maintenant dans le cas de la lutte pour un partenaire sexuel. Ça, on le voit très souvent dans les films documentaires sur les animaux et autres. OK. Concernant les interactions interspécifiques. Les interactions interspécifiques, ce sont celles qui ont lieu entre des individus d'espèces différentes et les principales sont la symbiose, le mutualisme, le commensalisme, le parasitisme et la prédation. Tous ces thèmes ont été définis dans votre cours
Donc, je vous réfère à votre cours. Oui, le buffle et le pique-bœuf. En tout cas, tous les bovidés et les pique-bœufs. Appuyez votre exemple, allez un peu plus loin. Quelle est cette relation qui existe entre les deux? De leur insectes, de leur tigre, de leur puce et autres. Donc, c'est du... Comment? C'est de la symbiose. C'est quoi la symbiose? J'ai un exemple pour moi. J'ai un exemple pour la symbiose. Symbiose, c'est chacun qui de l'autre. Pourquoi le buffle profiterait? Parce qu'il n'a pas de capacité d'enlever les puces. Il a cette capacité, il a ses sabots. Maraville dans le dos. Dans le 2, il va se gratter au mur, aux arbres. Sur la grille là. Il ne peut pas le faire efficacement. Donc, on est d'accord que c'est du quoi? C'est un mutualisme. Mutualisme. C'est un mutualisme. Pourquoi? Parce que le pique-bœuf, en prenant ses insectes, s'approvisionne. Et l'autre aussi profite parce qu'on le débarrasse de ces insectes. Vous comprenez? Et je pense que dans le fascicule, on a clairement défini. Et on avait un exemple de symbiose. L'azote, les arbres, les légumineuses, les arbres filtratrices d'azote. OK. OK. Avec les... Monsieur Kwasi, Kofi Kwasi. Oui, docteur, je voulais aussi prendre l'exemple des moyens sur un fourmi moyen sur une nappe, fourmi sur un fruit. Oui. Oui, vous avez... On peut qualifier de symbiose ou bien de mutualisme. Quel élément? Les fourmis moyens sur un arbre, bien sûr. Les fourmis moyens sur l'arbre? Qu'est-ce que les fourmis moyens font sur l'arbre? Allez, expliquez un peu plus, soyez plus explicite, s'il vous plaît. D'accord. Je me rends souvent compte, bon, ça, c'est les faits d'observation directe, en fait. Oui. Tu dois aller cueillir un fruit, peut-être en bout, il y a des moyens de... Mais la partie où il y a les fruits sont concentrés. La partie où il y a les fruits, là. Oui. Ils sont plus concentrés. Pourtant, ils ne mangent pas le fruit. Ils sont plus concentrés là où il y a les fruits, alors qu'ils ne consomment pas le fruit. Donc, on pourrait qualifier... Vous pensez qu'ils se concentrent autour de ces fruits? C'est pour les protéger? Voilà. Ah bon? Bon, ils me demandent. Puisque lorsque vous essayez d'aller là-bas, ils deviennent plus agressifs. Oui, puisque vous les... On se rend compte que les fruits ne consomment pas le fruit. Ah bon? Dans quel cadre d'intégration spécifique on peut casser ça? Ok, moi vous m'informez là. Sur le colatier, il y a des fourmis moyens plein de fourmis. Non, pas pour là, aussi, c'est pas vrai. Tu veux pas que ne peut pas aller couper? Donc, comment vous faites alors? On attend que ça tombe. Peut-être des longs arbres pour pouvoir couper. Ok, c'est compris. Merci pour l'information. Donc, merci beaucoup. On continue donc le cours. Donc là, oui. La question, je voulais savoir, c'est dans quelle interaction spécifique on peut placer? Dans quel quoi? Interaction, on peut placer ça. Dans quel type les fourmis qui empêchent comment on appelle, le colatier, qui empêche de couper la colatier. Ici, ça veut savoir. Oui, on peut placer ça dans quel type d'interaction? Je ne sais pas si c'est de la symbiose, hein?
Je ne crois pas que ça soit de la symbiose parce que la symbiose, c'est profitable pour les deux. C'est profitable pour les deux, n'est-ce pas? Or, ici, c'est, comme je ne peux pas dire que leur présence est profitable pour le colatier. C'est vous qui pensez qu'ils protègent le colatier. Mais eux, ils prennent leur substance, une substance sur le colatier. N'est-ce pas? Le colatier ne prélève rien. Bon, ça, je ne sais pas. Allô? Oui? Allô? Oui, oui, je vous ai... Il pourrait utiliser le colatier comme un support. Support de quoi? Un habitat où... Donc, c'est eux qui profitent du colatier. Sinon, en quoi est-ce que le colatier profite? Le colatier profite de la protection. Ça, c'est votre appréciation. Oui, parce que dans ce cas de figure, les parasites n'iront pas. Bon, ça, c'est votre appréciation. Oui. Ah. Les humains même ont du mal à s'approcher aussi les branches là. Les fourmis. Les humains. Les humains. Oui. Oui. Ça, c'est votre appréciation. Et donc, je ne saurais qualifier de symbiose ou encore moins de mutualisme, de commensalisme. Donc, je ne sais pas honnêtement dans quelle rubrique on doit mettre. Après le passage après. Oui. Or, l'arbre ne perd pas ses feuilles. L'arbre subsiste toujours. Et donc, moi, je pense que c'est eux qui profitent de l'arbre en tant qu'habitat. Et puis, certainement, s'ils sont très souvent sur les colatiers, ils doivent tirer du colatier des substances vitales. Ça ne doit pas être seulement habitat, il doit avoir des substances de l'arbre qui les intéressent. OK? Donc, ici, je ne sais pas si c'est de la symbiose ou du commensalisme. Je ne sais pas. Je ne peux pas qualifier. D'accord? On va donc passer aux déterminants des facteurs écologiques. Donc, les relations entre les êtres vivants, on est toujours au stade des relations entre les êtres vivants. On dit que la répartition géographique de ces espèces ou des espèces en général se développe dans des zones climatiques qui leur conviennent. Donc, tous ces éléments, c'est pour vous démontrer quoi? Que une espèce, on a vu que les répartitions n'étaient pas comment uniformes. Ce n'est pas non plus le fait du hasard. C'est régi par les facteurs écologiques que nous venons de voir tout à l'heure. Et ces facteurs écologiques vont impacter la répartition de ces êtres vivants, n'est-ce pas? Oui. Et on a vu que ces facteurs écologiques étaient soit climatiques, soit non climatiques. Compris? La dernière fois, on a parlé de répartition ubiquus, comme terrestre, ceci, cela. Tous ces éléments sont impactés par les facteurs écologiques, principalement les facteurs climatiques qui sont d'un truc beaucoup plus vaste, d'une ampleur beaucoup plus vaste. Donc, la répartition géographique des espèces, je reprends, est impactée par ces facteurs écologiques. La densité des populations est également impactée par les facteurs écologiques. Et puis, quand il y a une pression écologique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura apparition d'adaptation. Donc, à défaut de pouvoir se déplacer, ils vont s'accommoder. Et puis, en s'accommodant, ils vont créer des organes ou des structures qui leur permettront de vivre dans le milieu où ils se trouvent. N'est-ce pas? On prend par exemple, la dernière fois, on a vu dans la vidéo que dans les milieux désertiques, généralement, les plantes qui y vivent font quoi? Vont développer des épis ou bien des racines qui seront très profondes dans le sol. Ça, ce sont des adaptations liées à l'environnement dans lequel ils se développent.
Vous comprenez? Donc, quand le milieu est difficile et qu'on ne peut pas migrer, on va créer des structures pour pouvoir s'adapter. Donc, en conclusion de la leçon 2, nous retenons que plusieurs niveaux d'organisation des êtres ont été définis par les scientifiques, les individus, l'espèce, la population, la communauté, les écosystèmes. Tous ces éléments sont sous l'effet des facteurs écologiques qui les conduisent à évoluer dans l'espace et dans le temps. Et ces facteurs sont donc à l'origine de la répartition hétérogène des êtres vivants. Donc, ceci étant, on a fini avec la deuxième leçon intitulée Écologie. On va faire une petite pause et puis reprendre tout à l'heure.